Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette émission qui va être la dernière de notre année scolaire, parce que comme les enfants, nous travaillons de septembre à juillet et ensuite les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. Exactement. Et l'ombre des platanes, la fumée des cigares et un peu de Châteauneuf-du-Pape pour se refaire une santé pour l'année prochaine qui risque d'être intéressante. Donc voilà. Dites-vous bien que si on prend les 2 mois, c'est pas pour se laisser aller à une paresse malvenue, c'est simplement pour permettre de remettre les idées en place, parce que à être sur la bagarre toute la journée, on finit par on peut perdre de vue l'essentiel pour l'accessoire, quoi. Voilà. Sans compter que par ailleurs, il fait aujourd'hui 36 degrés et qu'avec les lampes qui chauffent, c'est délicieux. C'est délicieux, d'ailleurs. C'est-à-dire que là, on passe vraiment un bon moment. D'ailleurs, il y a notre dans un local évidemment pas climatisé. Bien sûr, il y a notre cher caméraman, d'ailleurs, qui s'est mis en maillot de bain. Donc, c'est pour oui, vous, voilà. Vous le verrez pas, mais c'est un spectacle à ne pas manquer. Charles chambre Jérémy depuis tout à l'heure parce qu'il est en Bermuda. Donc, vous voyez... Vous voyez où ça va, le pauvre, alors qu'il a une chemise en plus. Voilà, alors nous voulions quand même, avant de clôturer ce chapitre de l'année scolaire, faire un petit bilan sur ce qu'on avait annoncé, et, ce qui s'est effectivement produit, et sur ce qu'on va annoncer et qui va peut-être se produire. Ouais. Donc, parmi les choses qu'on avait annoncées, on avait été parmi les seuls à parler positivement de la Chine. Alors ça, vous le savez. Et de l'Asie en général. Et de l'Asie en général. Alors ça, vous le savez, c'est parce qu'on est évidemment acheté des milliards par la Chine. Oui. Mais oui. voilà. Mais le chèque n'est pas arrivé encore, mais on l'attend. Et alors, la question, les marchés boursiers aujourd'hui en Chine surperforment, les marchés obligataires se portent plutôt bien aussi. Ils ont été le meilleur au monde sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mais maintenant, les taux d'intérêt sont tellement bas. Est-ce que la tendance va continuer? Qu'est-ce qui se profile? Je crois que ce qu'on a dit aussi dans cet esprit, c'est qu'on a annoncé un basculement un peu du pouvoir financier, du pouvoir économique et du pouvoir monétaire de l'Europe et des États-Unis vers l'Asie. C'est le cercle de Valérie Pierry, etc. Et je crois que ça va s'accélérer. Ce qu'on avait tiré comme conclusion, contrairement à beaucoup de gens, c'est que les actions dans le monde allaient être quand même plutôt bien orientées. Il y a eu 2 ou 3 chocs, mais enfin, les actions, elles ne se sont pas écroulées. Certains s'attendaient à des écroulements. Pour l'instant, elles sont quasiment au plus haut. Donc, la préférence pour les actions s'est justifiée. On avait aussi beaucoup parlé de l'or, qui reprendra un rôle monétaire dans le nouveau monde qui s'annonce. Il a bien fonctionné aussi. La difficulté, quand vous avez comme ça un changement structurel, c'est que vous avez des espèces de tendances lourdes qui se mettent en place. Et puis vous avez des espèces d'effets d'annonces, etc., de petits mouvements à court terme qui vous agacent parce qu'ils ne devraient pas être là, mais ils se produisent quand même, quoi. Donc j'imagine que tu vas nous parler du mouvement à court terme qui a été cette hausse de l'euro. C'est l'euro qui a été considérable, puisqu'on est passé de 1,04 à 1,17, si tu veux. Ça fait quand même 13 ou 14%. Donc ça casse les pieds parce qu'on n'était pas du tout positionné pour une hausse de l'euro. Non, parce que l'euro continue à être une monnaie qui est très... Et en plus, les taux d'intérêt risquent de monter beaucoup dans le monde et que l'Europe n'est pas positionnée pour ça. Donc, c'est un effet simplement comme les gens ont déçu, comme Trump a déçu à partir d'avril, où il est reparti sur des... Surtaxer tout le monde, les pingouins compris. C'est pas tellement taxer, c'est surtout se mettre des droits de douane sur tout le monde, et puis suivre une politique monétaire débile, et puis... bref... présenter des budgets en déficit absolument monstrueux. C'était pas ce qui était annoncé. C'était pas ce qui était annoncé. On a eu la période avec Musk, et puis depuis que Musk est parti, j'ai l'impression que ça part un peu en dig-dig, quoi. Ça, on l'a signalé au moment où ça se passait. Mais enfin, le coup de l'euro, ça nous a fait... à mon avis, comme on dit en bourse, c'est de l'argent qui découche. C'est-à-dire qu'il reviendra, parce qu'il n'y a pas de raison que l'euro soit monté de 10%. Non, c'est-à-dire que je vois ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « l'euro est monté, la valeur structurelle de l'euro et tout ». Je dis non, il n'y a pas l'économie sous-jacente de l'euro reste... Le vrai problème de l'euro, c'est assez simple, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui s'améliorent. L'Italie, l'Allemagne, ça va pas trop mal, tous les pays de l'Est, ça va bien, les pays du Nord, ça va bien. Ils ne sont pas dans l'euro d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est comme ils étaient énormément investis aux États-Unis, parce que les États-Unis avaient surperformé depuis 10 ans,
quand ils commencent à avoir la trouille des États-Unis, ils sortent, ils reviennent, le premier réflexe c'est de se remettre en euros, et ça fait monter l'euro simplement parce qu'ils ont vendu les États-Unis. Voilà. Donc là, on aurait pu le prévoir, mais il aurait fallu pour ça prévoir que Trump allait changer son fusil d'épaule et allait prendre des décisions un peu bizarres. Donc voilà, ça pour moi c'est un peu le problème qu'on a eu dans cette année, quoi. Et puis le deuxième problème, si vous voulez, c'est que il y a nettement une espèce de bras de fer qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis disant on ne va plus vous laisser exporter chez nous, et à ce moment-là, la Chine disant si on ne peut plus exporter chez vous, on ne va plus exporter non plus des terres rares. Or, les terres rares, c'est absolument nécessaire pour tout ce qui est informatique. Enfin, les terres rares, ils en ont besoin pour les missiles. Pour les missiles, pour l'informatique, pour la recherche, ils en ont besoin pour tout. Donc, et tant qu'il y a cette espèce de bras de fer qui se passe, le CNY, le yuan, reste extraordinairement sous-évalué. Alors, on rentre dans une situation qui risque de créer des problèmes à terme, c'est-à-dire que le yuan, qui était très sous-évalué, l'est encore plus, et l'euro, lui, qui n'était pas terrible, il est remonté de 15 à 20%. Donc ça veut dire que les sociétés européennes, elles vont avoir du mal. Je vous donne un exemple, moi, qui m'a frappé. C'est il y a 7 ans ou 6 ans, les exportations françaises de voitures, la balance commerciale de voitures en France était excédentaire de 40 milliards, ce qui était bien. Aujourd'hui, on est déficitaire de 5 milliards. Donc, tu te rends compte de l'espèce d'écroulement qui s'est passé, et la production de voitures en France a baissé de moitié sur les 15 dernières années. Donc, on voit bien qu'en Europe, on a pris des mesures contre les voitures, contre la circulation des voitures, il fallait empêcher ceci, il fallait empêcher cela, il fallait pas bouffer d'essence, il fallait sauver la planète. Mais moyennant quoi, notre appareil industriel, qui était quand même beaucoup les voitures, il est en train de se faire ratatiner. Et si en plus la monnaie est surévaluée, je ne vois pas ce qui va se passer. Donc, ce qui est embêtant quand vous êtes dans une position structurelle comme ça, c'est que vous avez des trucs qui se passent que vous comprenez, et puis des effets de rappel, parce qu'il y a des gens qui sont en train de sortir de ce qui était avant, etc., et qui ne sont pas toujours compréhensibles. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est nous, on reste sur notre aire, on est comme un bateau qui avance, et on attend que les événements à court terme se renversent en notre faveur, quoi. On attend, assis sur nos mains, quoi. Mais voilà, ça me gêne pas, parce que les trucs importants, c'était quand même de comprendre que la Russie allait vendre à l'Inde, ça on l'a fait, de comprendre qu'il y allait avoir le triangle du futur, Moscou, Pékin, Delhi, de comprendre qu'on passait dans un monde qui était passé, où toutes les marchandises passaient par terre à la place de la mer, de comprendre que la France, l'Angleterre et les États-Unis ne pouvaient pas continuer ces politiques budgétaires parce que tout le monde allait sauter, enfin notre monde allait sauter. Donc on a bien identifié les tendances structurelles, et il y a des effets de rappel à court terme qui nous embêtent. Ça c'est la vie. Alors pour parler de la Chine, on ne se rend pas tellement compte aujourd'hui en Europe, parce qu'on ne peut pas toucher ces produits, mais aujourd'hui en Chine, tu peux acheter une BYD en autodrive à $8 500. Oui. Il y a un truc qui est très net, c'est par exemple d'un pays comme la Suisse, où ils n'ont pas d'industrie automobile, donc ils importent les bagnoles d'où ils veulent. Tu t'achètes une Porsche électrique, tu sais, le truc, il est à 80 000 euros, je crois. 80 000 francs suisses, c'est pareil d'ailleurs, à peu près. Et tu as la BYD à côté, qui fait à peu près la même chose, qui est aussi bien, qui est aussi belle et tout, qui est à 20 000. Donc tu te dis, Porsche, ils vont avoir du mal. Et la chose qu'on n'avait pas anticipée, mais qui est quand même très intéressant, c'est de voir que dans l'espèce de petite guérilla qu'il y a eu entre l'Inde et le Pakistan, il y avait des jets chinois qui ont descendu des Rafales. Un Rafale, oui, mais ça veut dire qu'un avion qui coûte 20 millions a descendu en avions qui ont fait 120. Dans une perspective de guerre, quand même, je pense qu'il y a des contrats qui vont aller s'annuler vis-à-vis des Rafales français. Parce que quand encore, tu peux t'acheter, il est à 120 millions, il n'est pas trop cher, mais les F-35 que la Suisse vient d'annuler, je crois qu'ils sont à 320 chacun. Millions. Ouais. Donc tu te dis, les Suisses, donc sont surtout des avions très compliqués. Il semble que nos industries d'armement soient allées vers une technologie de plus en plus pointue, de plus en plus chère, etc.
Et Staline disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, je l'ai peut-être déjà cité, mais que la quantité d'armement était plus importante que la qualité de chacun d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils avaient 3 fois plus de tanks que les Allemands, les Tigres allemands étaient bien meilleurs, mais 3 contre 1, le Tigre avait le temps d'en descendre un, peut-être 2, puis comme les 3 lui tiraient dessus, il y en avait un qui finissait par l'avoir. Donc, je crois qu'on s'est laissé aller, on l'a vu avec les drones qui d'un seul coup ont remplacé... On l'a vu ça en Ukraine, bien sûr. On l'a vu en Ukraine. Donc il semble bien que on a peut-être surestimé le rôle de la technologie dans la défense et on a peut-être sous-estimé la robustesse et la quantité. Voilà ce que je veux dire. Et là, si c'est la robustesse, la quantité, ben peut-être les Chinois vont arriver. J'ai vu que les Chinois aussi maintenant avaient sorti leur premier avion de ligne, qui était un peu comme le petit Airbus, quoi. Mais s'ils commencent à faire des avions, et qu'ils commencent à faire les mêmes différences de prix que dans les bagnoles, oui. Ça va pas être gai. Enfin, Boeing, pour l'instant, va pas bien. Donc, ça tapera d'abord Boeing, mais même pour Airbus, c'est pas une bonne idée, quoi. Ouais. Alors, il y a aussi autre chose qu'on doit noter, on en avait parlé, c'est que beaucoup dans les fonds de pension et ainsi de suite ont comme mot d'ordre « anything but China ». Donc, voilà. Mais il y a un cheat code pour contourner ça, c'est Hong Kong. Voilà. C'est de se placer sur le Hong Kong dollar et d'avoir des sociétés comme Credential Insurance, HSBC. Il y a beaucoup des grandes sociétés technologiques chinoises qui sont cotées à Hong Kong. Qui sont cotées à Hong Kong. Donc ça permet d'avoir un cheat code, c'est-à-dire de jouer la Chine, mais par Hong Kong. Et vous, au bilan, vous dites « j'ai des sociétés anglaises ». Les sociétés anglaises, non, elles ne sont pas anglaises, mais elles sont... oui, vous remarquez, HSBC est anglaise. C'est une société anglaise. C'est anglais, c'est vrai. Au bilan, tu as une société anglaise. Tu as une société anglaise. Si Hong Kong devient la capitale financière du monde, vous savez, la banque centrale chinoise, la Chine est la seule pays au monde qui ait 2 banques centrales, une pour le dollar, une pour sa monnaie. C'est un élément qu'on a développé. Si ça se passe comme on le pense... Ben, il est certain que les banques à Hong Kong, enfin qui sont établis à Hong Kong, vont faire un carton pas possible, quoi. Donc le déplacement du pouvoir financier vers Hong Kong semble bien entamé, quoi. Ça c'est un des trucs peut-être les plus importants qu'on a repérés. Donc si vous êtes un investisseur, vous pouvez regarder quelques grandes valeurs de la place de Hong Kong, comme ça. Ou vous achetez l'indice ou l'ETF. Voilà, l'ETF de Hong Kong, ça mange pas de pain et ça fait pas de mal. C'est peut-être pas idiot. Alors, autre chose qu'on avait plus ou moins annoncé dès le début et qui semble intéressant, c'est que, très clairement, quand Vance est arrivé à Munich, il leur a expliqué un peu à la façon, il nous a expliqué à nous les Européens, un peu à la façon de quand on quitte une fiancée. Normalement, on dit c'est pas toi, c'est moi. Là, il nous a clairement dit c'est vous, vous êtes nuls et je vous quitte. Et donc, on est rentré un peu dans une nouvelle doctrine Monroe en disant le parapluie américain se referme, débrouillez-vous tout seuls les enfants, et nous, on va faire le Grand America. Le Grand America, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le Groenland, c'est à nous, le Canada, c'est à nous, et toute l'Amérique du Sud, c'est à nous. L'Amérique du Sud, c'est pas certain. Oui, mais c'est quand même bien à nous et on va travailler ensemble parce que si on travaille tous ensemble, d'ailleurs, il a mis des taxes en Amérique du Sud, mais en sont exclus le cuivre, en sont exclus tous les trucs qui auraient dû être taxés. Donc en vrai, non, mais on sent bien qu'ils cherchent à créer une zone de libre-échange un petit peu en Amérique. Et on ressent bien aussi quand on voit la façon dont il a bombardé l'Iran là. C'est que le grand projet de Trump, ça reste les accords d'Abraham. Tu sais, cette espèce de... Donc, et depuis 3 ans, l'Iran bloquait ça avec le terrorisme parce que ça ne les intéressait pas, ils ne voulaient pas le faire. Mais là, comme ils viennent de subir quelques... Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a bombardé l'Iran puis qu'il a arrêté tout de suite. C'est-à-dire qu'il a empêché la montée aux extrêmes. Mais surtout, ça veut dire, c'est que si l'Iran ne peut plus empêcher les accords d'Abraham... au boom dans l'océan Indien, on en a parlé, il va falloir rajouter le boom de tout le Moyen-Orient qui va recommencer à faire du commerce les uns avec les autres. Il faut raison garder sur la possibilité... Pour ça, je pense, pour réussir à faire ces accords d'Abraham, il faudrait vraiment que les mollahs... les mollahs, s'ils ont plus un rond et tout, ils resteront peut-être dans le coin, un peu comme le Pakistan, ça sert à rien, c'est un failed state. Mais la Turquie, faut pas oublier que les Iraniens, c'est des chiites, et ça en fait 10% des musulmans.
et que tous les autres, les Turcs, les Saoudis, tout ça, sont des sunnites. Des sunnites. Donc il y aurait une grande amicale sunnite qui serait comme ça, et c'est pas impossible. Donc ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, ça remet en place la possibilité des accords d'Abraham qui avaient beaucoup intéressé tous les sunnites, mais à partir du moment où l'Israël et le Fatah, Israël et le Hamas sont remis sur la gueule, ils ont dit, bon, écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on ne peut pas, pour des raisons domestiques. Mais donc, les États-Unis, donc, ils se replient chez eux, ils ne s'occupent plus de l'Europe, mais ils sont très favorables au développement de ces accords d'Abraham qui pour eux, serait important. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai du mal à comprendre ce que fait Trump. Voilà. On a un peu du mal. Sur la politique monétaire, tout ça, je ne comprends pas très bien. Sur la politique budgétaire, je ne comprends pas du tout. Donc, il y a un côté, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas assez doué, j'en sais rien, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il a l'air de vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Quoi. Ce qui est un truc qui m'a toujours gêné. Bon. Donc, je suis toujours pas investi aux États-Unis, sauf dans l'énergie. Voilà, alors entre-temps, les Magnificent Seven sont revenus à l'heure relativement bien en bourse, mais cela dit, du coup, cette année sur les marchés, ça a un peu rien fait parce qu'il y a eu quand même ce mini-crack au moment du début des tarifs. Et on se demande si ce soi-disant exceptionnalisme américain, avec ses sorties de dollars, va continuer pour l'année à venir. Surtout que Trump fait tout ce qu'il peut pour que le dollar baisse. Fait tout ce qui... oui, évidemment, parce que quand tu as une dette qui monte, tu veux quoi? Tu veux des intérêts bas et tu veux rembourser ta dette en monnaie de singe le plus possible. Oui, et puis ce que tu espères aussi, c'est que les gens bâtiront des usines chez toi parce que ce sera moins cher que d'exporter. Tu vois, parce que d'exporter de chez toi aux États-Unis. Et sans compter que s'ils viennent faire des usines chez toi, tu vas être beaucoup plus gentil avec eux. Voilà. Et on a vu là récemment, dans ces traités avec le Congo et ainsi de suite, combien les États-Unis sont redevenus mercantilistes. C'est-à-dire que maintenant, le message est OK, on va s'occuper de vous, mais qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que tu as des mines? Est-ce que tu as des minerais rares? C'est direct, Ukraine, combien tu payes. Voilà, c'est même pas réfléchi, c'est OK, qu'est-ce que tu me donnes? Quelles sont tes mines? Voilà. On n'essaie même pas des accords bilatéraux ou faire semblant d'avoir une diplomatie. C'est littéralement ouvrez-moi vos comptes et laissez-moi voir ce que je peux prendre. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, ce qui était un peu. Donc voilà, il y a. Est-ce que tu veux pas qu'on parle 5 minutes quand même de l'Amérique du Sud? Parce qu'on a des pays qui sont intéressants. On a eu le développement de l'Argentine, on a eu le développement du Salvador avec Bukele, et il y a tout un tas de pays autour qui se disent les gars, ça a l'air sympa, j'aimerais bien en avoir une partie, j'aimerais bien en avoir une tranche pour moi. Alors, il y a le Pérou, la Colombie, le Chili, qui à l'origine avait fait des capitalisations sur les retraites qui étaient intéressantes. Enfin, ils avaient c'est bien monté. Donc, vous avez un certain nombre de pays qui continuent à être merdiques, comme le Venezuela, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît. Alors que c'est un pays magnifique ce pays. Quelques pays de gauche comme le Honduras ou le Nicaragua qui continuent à faire des bêtises. Mais, et par exemple, ce que vous avez d'intéressant en Amérique latine aujourd'hui, c'est qu'ils ont des marchés obligataires d'État, des obligations d'État, et qui offrent des rendements qui sont le résultat du fait que ça a été de mauvais investissements depuis 10-15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Et du coup, tu as par exemple sur les obligations d'État indexées sur l'inflation brésilienne du 7% réel. Or, si tu veux, ils ont une dette extérieure qui est très faible. Et tu te dis, 7% réel, c'est mieux que les actions sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'à l'Université de l'Épargne, nous avons mandaté un économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexandre Lohmann, et qui nous a tortillé un joli petit dossier sur comment ça se passe pour les obligations d'État brésiliennes. Et le dossier est à la fois théorique et pratique et vous explique un peu, pas à pas, comment acquérir des obligations. Alors, c'est pas très facile d'acheter des obligations. Il faut que vous ouvriez un compte au Brésil, ce qui a pas, il faut demander la permission. Mais bon, si vous avez envie, ça se fait. On vous explique pas comment le faire, mais vous avez aussi des obligations chiliennes, vous avez des obligations plus faciles à acheter.
Pérou, vous avez des sociétés pétrolières. Donc, je crois que c'est en Colombie qui se vendent 2 ou 3 fois le cash flow. Donc, vous avez des trucs comme ça qui sont en... Mais nous, on ne peut pas les suivre parce que c'est pas... Mais il y a des gens qui le font. C'est-à-dire que l'Amérique latine, si on rentre dans un monde où il y a une grosse hausse de la production industrielle pour développer, dans le fond, l'Asie, ben, quand la Chine s'est développée, moi je me souviens, j'étais au Brésil à l'époque, je visitais des clients, et je voyais des trains qui passaient dans le Minas Gerais, si vous voulez, qui avait une longueur qui allait de Paris à Amiens, littéralement, ils faisaient 100 km, ces trains, qui étaient chargés de minerais de fer qui partaient pour la Chine. Donc, vous vous rendez bien compte que l'Amérique latine, c'est un peu aussi un réservoir de matières premières. Si toute l'Asie se développe comme s'est développée la Chine pendant 20 ans, les matières premières, le cuivre et tout ça, ça va y aller. Donc, c'est pas dans le cercle de Valéry Pieris, mais par contre, il y a beaucoup de matières premières qui vont arriver comme ça. Donc, en effet, il faut regarder ça. Alors, pour les plus diligents de nos auditeurs sur l'université d'épargne, etc., vous avez ceux qui suivent le portefeuille, c'est très bien, puis vous en avez d'autres qui peuvent s'amuser à faire des choses à droite, à gauche. On va maintenant petit à petit mettre des choses sur le site pour vous aider à prendre un peu d'initiative par vous-même, quoi. Alors, concernant donc vous tous de l'Institut des Libertés, on va essayer de regarder maintenant qu'on a vu un peu ce qui s'était passé là. Une espèce de dérive des continents, si vous voulez. Il y a une énorme dérive des continents, il faut se placer pour ça, quoi. Voilà, alors aujourd'hui, la question qu'on te pose, Charles, c'est qu'est-ce que tu vois arriver comme gros loup au loin? Est-ce que tu vois arriver un marché qu'on appelle bullish? Est-ce que tu vois arriver un marché... Alors, ce dont j'ai beaucoup parlé, c'est, vous savez, ce que j'ai appelé le portefeuille turc. Oui. C'est-à-dire... l'inverse du triple mérite. Vous dites, bon, mais... Donc, pour les gens qui sont en Europe, essayons de raisonner. Vous vous dites, les pays d'Asie qui ne voulaient plus jamais revoir le FMI, ils ont suivi des politiques mercantilistes et ils ont accumulé des dollars et des euros pour jamais revoir le FMI dans la réserve de change. Les réserves de change de ces pays, depuis la crise asiatique, ça doit faire 25 ans, sont montées d'à peu près 5 000 milliards de dollars. C'est gigantesque. Ils étaient à l'équilibre, puis maintenant ils ont des excédents pas possibles, des réserves pas possibles. 5 000 milliards. Mais ces 5 000 milliards, par définition, ils les ont investis dans nos marchés obligataires, puisqu'ils voulaient des dollars et des... Ça veut dire que nos taux d'intérêt ont été très bas. Ils le sont encore. Mais si un jour ils disent on va cesser d'investir, et ou encore pire, on va vendre ces obligations qui ne servent à rien, et pour aller faire des ponts et des routes là-bas, ben, les taux d'intérêt vont monter beaucoup chez nous. Parce qu'on c'est mathématique. Je ne sais pas de combien, mais je veux dire... Ça, oui, on va retourner vers... C'est les vases communicants, quoi. C'est la baignoire qui se vide, quoi. Et donc, vous savez que le risque, c'est une hausse forte des taux d'intérêt réels en Europe et aux États-Unis. Donc, avoir des obligations, c'est dangereux. Et avoir des obligations indexées sur l'inflation, c'est dangereux aussi, parce que si l'inflation reste la même, mais que les taux réels montent, tu vas te prendre une culotte sur ton obligation indexée sur l'inflation. Donc l'obligation indexée sur l'inflation, ça ne te protège pas contre une hausse des taux réels. Donc ça veut dire, encore une fois, qu'il faut avoir toutes ces obligations là-bas. Tu vois, c'est peut-être en Amérique latine, peut-être en Asie. Donc je dis, si tu veux du relevé élevé, tu te mets un petit peu... nous, dans notre portefeuille de Brown, on n'en a pas là d'obligation. Non, on n'en a pas. En ce moment, on n'en a pas d'obligation parce qu'honnêtement, à part une obligation suisse qui va te donner du zéro, parce que tu te dis, je ne sais pas où la mettre, je ne vois pas très bien ce que tu peux acheter comme obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Donc, mais par contre, voilà. Alors, il y a ça. Donc, pas d'obligation, de l'or, certainement, et puis des actions. Et encore une fois, les actions, vous pouvez acheter des actions là-bas, c'est très bien. Vous pouvez acheter des Alibaba ou des Tencent, c'est parfait. Mais vous pouvez aussi acheter, comme on l'a dit, des Air Liquide, des Schneider ou des machins comme ça, parce que eux, ils bénéficieront massivement du boom. Donc, encore une fois, on est dans un monde, c'est presque la première fois dans l'histoire, où tu peux vivre dans un pays
et avoir ton épargne dans un autre en le suivant au jour le jour sur tes écrans. Tu vois, t'es pas du tout obligé, parce que tu vis en France, d'avoir ton épargne en France. Quoi. Donc ça, c'est un élément très important. Dissocier l'endroit où vous habitez de l'endroit où vous investissez. C'est possible aujourd'hui et c'est une nouvelle très importante. Ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième des choses, c'est que je regarde l'Europe, je me dis, l'Europe, bon, ça va pas... Il y a des tas de pays qui vont pas très mal. Bon, l'Allemagne, c'est pas le pied, mais enfin, la Suisse, ça va bien, l'Autriche, ça va bien, et vous avez toute une série de pays qui vont bien. Et vous avez deux énormes loups en Europe, c'est la Grande-Bretagne et la France. Et les gens me disent, la moyenne des pays européens va bien. Je leur dis, vous voyez, c'est comme en moyenne... le Rio Grande à El Paso, au fond du Texas, là-bas, il a 80 cm d'eau, mais en hiver, il est à 6 mètres, et en été, il est à sec. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, oui. tu dis, je peux traverser à pied. Ben non, tu peux pas traverser à pied, parce que, donc, je me dis, s'il y a un pet sur la France ou sur l'Angleterre, le reste de l'Europe va douiller. Même si leur situation domestique a été à peu près raisonnable. C'est un peu le syndrome du mauvais élève, quoi. Qu'il faut toute une classe en l'air. Et donc, moi, ce qui me fait peur, c'est oui, l'Europe va mieux, oui, mais je sais qu'il y a dedans un pays, la France, et puis à côté l'Angleterre, qui est plus dans l'Europe, mais qui sont gérés en dépit du bon sens, quoi. Et c'est toujours pareil, quand l'inspecteur d'académie arrive, évidemment, dans la classe, il va interroger Clotaire. Voilà. Clotaire, quel est le fleuve qui traverse Paris? La Loire. Non, Clotaire, on parle du petit Nicolas. Pauvre Clotaire. Pauvre Clotaire, c'est celui, vous savez, qui bouffe toujours le sandwich. Non, Clotaire, c'était celui qui savait jamais rien, qui était au fond. Tu confonds avec le fils du boucher qui était tout gros. Mais je crois que c'est Clotaire, non? Enfin, non, Clotaire, il est très maigre, il est au fond et il manque s'évanouir à chaque fois et il ne sait pas pourquoi. Il sait pas, bon, non, moi je connaissais Agnan, je connaissais Nicolas, je connaissais Clotaire. Clotaire, c'est le cancre, mais il est maigre. Et puis, tu as le fils du charcutier qui est toujours gros et qui dit, tu vois, ça c'est du cervelas, tu vois, c'est de la panse. Donc tout ça, il est bien ce petit d'ailleurs, c'est bon tous ces trucs-là. Donc, voilà, moi ce qui me fait peur, donc s'il y a un risque dans le système, je vais vous dire un truc, mais la prochaine, s'il y a une crise financière importante, je crois qu'elle viendra de France. Tu vois, il me semble que c'est la France. Et là, je suis complètement abasourdi par les milieux politiques qui ne sont préoccupés par une seule chose, c'est qui va être le prochain vizir, is no good à la place du vizir. Voilà, qui va être le prochain vizir à la place du grand vizir. Tu vois, c'est donc la campagne. Et est-ce qu'il a bien parlé la fois d'avant à la TV, parce que c'est quand même la question importante. Est-ce qu'il a fait il n'a rien dit. Oui, non, mais c'est ça. Et alors, tu vas voir, par exemple, le truc des libertés. Ils ont dit des choses passionnantes. Là, genre, la réunion des libertés, c'était très bien. On avait refusé d'y aller, mais ils n'ont pas posé la question de la souveraineté monétaire, de la souveraineté budgétaire, de la souveraineté militaire, de la souveraineté juridique, de rester dans l'euro ou pas. Et donc, tu te dis... Et à propos des libertés, je voudrais juste faire une aparté, mais c'est très gentil de parler tout à coup d'économie. Nous, on est là depuis un moment, donc on la connaît, mais c'est pas tout. Dans les libertés, il y a les libertés civiles, et j'ai envie de demander où étaient tous ces gens pendant le Covid aussi, parce qu'on a été enfermés, on a été brimés. Notre capacité de liberté religieuse était mise en cause. Où étaient tous ces gens, encore une fois, pendant le Covid? Les pauvres gars qu'on a virés de l'hôpital parce qu'ils avaient refusé de se faire vacciner. Où était leur liberté Et est-ce qu'on les a indemnisés? Est-ce qu'on les a repris? Je ne sais pas. Donc il y a eu toute une espèce de... L'impression que j'ai quand je regarde tous ces gens-là, c'est qu'ils veulent, eux, prendre le contrôle de l'État pour mettre des politiques qui leur sembleraient les bonnes. Et dans le libéralisme, si vous voulez, il faut quand même garder en mémoire que le libéralisme, c'est pas simplement une suite de recettes de cuisine d'économétrie qui permettrait d'arriver à ceci ou à cela. Les libertés, le libéralisme, c'est une philosophie du droit, et la principale idée, c'est quand même de se dire que justement, on a un terreau de valeurs qui établissent... En fait, le libéralisme, c'est de contrôler l'État
l'État, qui est ce monstre qu'on a créé, qui peut nous tuer, par le droit. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous, on peut dire que le but, c'est de prendre le contrôle de l'État pour imposer des lois que je trouverais favorables. Non, mais c'est pire que ça. On nous explique que le libéralisme, ça serait simplement de dire, oui, couper dans les dépenses. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'on a un État obèse, mais une jacquerie fiscale, un libéralisme ne fait pas. Voilà. C'est pas parce que vous dites, on va supprimer l'audiovisuel public, que tout à coup, ça ferait du moins libéral. Non, mais prenez par exemple l'exemple, la France a à peu près le même poids de l'État dans l'économie, un peu supérieur au Danemark, qui ont des pressions fiscales énormes. Mais les Danois, leur État est très bien géré, ils ont des trucs sociaux qui marchent très bien, ils décident d'eux-mêmes où vont aller leurs impôts parce qu'ils peuvent prendre des trucs, des droits, vous savez, pour l'éducation, des tickets, des chèques, etc. Donc, vous avez un État, ils sont à peu près au même niveau de dépenses de l'État dans l'économie, mais là, c'est bien géré, et là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, le citoyen danois contrôle son État. Le citoyen français n'a strictement rien à dire, si ce n'est merci monsieur le comte, quoi. Merci monsieur le duc, vous avez la bonté de monsieur perdra monsieur. Donc on a cette classe d'aristocrates qui nous gouverne à Paris, et on retrouve toujours le syndrome français du gueux qui porte sur son dos le clergé et la noblesse. Et aujourd'hui, le clergé, c'est les socialistes, quoi. C'est les gens qui... Et la noblesse, c'est les gars qui sont dans la haute administration et tout. Donc, on n'est plus une démocratie, on est revenu... Alors, non, moi, il y a quelque chose d'autre qui me fait peur aussi dans cette dérive aujourd'hui que je constate sur certains réseaux sociaux, c'est qu'il y a une volonté, comme il y a une volonté de récupération d'un certain libéralisme par le parti Reconquête, à mon sens, c'est mon opinion, j'ai la sensation qu'il y a une volonté de rapprocher l'identité et le libéralisme, via un racialisme. Et ça me pose un problème. Bien parce sûr. Que, encore une fois, je ne pense pas que dans le libéralisme, il y ait une exclusion des gens par la couleur de leur peau. Et je ne pense pas que pour être non plus forcément un bon Français, il faille être blanc. Je pense qu'on peut être tout à fait français en étant de n'importe quelle couleur. C'est pas les exemples qui manquent. Hein, alors, je pense aussi qu'on peut être libéral et de n'importe quelle couleur. Donc lier identité et libéralisme pose un véritable problème structurel. Mais encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. On est encore en démocratie. Tant que ça ne contrevient pas à la loi. Tant qu'on est encore en démocratie, il y a des tas de gens qui disent des choses comme ça et qui se retrouvent... en prison ici ou là parce qu'ils ont dit des choses qui suscitaient la haine, tu sais. Oui. Donc c'est la démocratie, c'est quand même de se mettre sur la gueule avec beaucoup d'entrain et ensuite d'aller boire une bière ensemble. Et donc je suis toujours surpris, moi, quand je parle à des gens, ils me disent mais ce que tu dis est désagréable. Je vais vous raconter une histoire qui me fait rigoler, mais on a reçu un paysan ici, avec une grosse exploitation paysanne ici, qui fait beaucoup de tomates. Et il nous a expliqué une histoire, c'est qu'ils avaient essayé de faire un système où les tomates n'étaient soumises à aucun stress. D'accord. Leur chanter des petites chansons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que la température était toujours la même, il y avait toujours le même pourcentage d'eau, c'était impeccable, elles devenaient toutes rouges, elles devenaient toutes belles, mais elles étaient dégueulasses. Ah. Mais immangeables, enfin, elles n'étaient pas bonnes. Et donc, ils ont commencé à changer les trucs pour mettre du stress sur les tomates, et les tomates sont devenues bien meilleures. Donc, je veux dire par là, si vous êtes dans le domaine intellectuel, vous avez comme but de ne jamais être agressé, vous resterez toujours un crétin. C'est ça. Donc, le stress, c'est la méthode par laquelle vous vous améliorez. Et prendre comme but de ne pas stresser Madame Rousseau ou je ne sais pas qui. De toute façon, ça ne sert à rien de prendre comme but de ne pas stresser Madame Rousseau, parce que même si tu fais rien, ces gens-là se stressent. Il fait trop chaud, c'est stressé. Il fait pas assez chaud, c'est stressé. C'est trop mouillé, c'est stressé. Ils te disent toujours, leur stress, c'est toujours de t'amener à plus de pouvoir pour eux, d'augmenter les impôts. Oui, mais bien sûr, parce que tu as fait quelque chose... Par exemple, prenons le coup du climat qui me fait rigoler, c'est quand moi j'ai connu s'il allait faire plus froid, puis il y avait les pluies acides, et puis il y avait le trou d'ozone, etc. Donc, El Niño. À New York, allait être sous les glaces, souviens-toi, il y avait eu un... mais on a eu un de New York Times, machin, je m'en souviens très bien. Sous les glaces. Donc,
Ça ne s'est jamais produit, mais par contre, à chaque fois, ça fait plus de réglementation et plus de pouvoir et plus d'impôts. Donc, je ne sais pas si le réchauffement atmosphérique existe, mais je sais que le réchauffement atmosphérique, ça amène à des réglementations à Bruxelles qui amènent plus de pouvoir à Mme von der Leyen et moins de pouvoir à moi. Donc, le truc de dire c'est pour votre bien, je ne suis pas certain. Mais à chaque fois qu'il y a eu des exactions dans l'histoire, ça a toujours fait pour notre bien. Que tu ailles des guerres de religion jusqu'à la très sainte Inquisition, c'était toujours pour purifier. Donc, c'était ce que disait ce célèbre évêque à Béziers pendant les croisades contre les Albigeois. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, donc ça c'est un peu la façon des ordalistes, c'est que tu mets tout le monde dans une mare. Celui qui s'est nagé. Celui qui survit, il était pur. Il était pur. Non, celui qui survit, c'est bien la preuve que c'est une sorcière, et si elle est morte, finalement elle était pure. Voilà, tout ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette façon qu'ont les élites de nous faire peur pour passer des lois qui ensuite vont restreindre nos libertés, on l'a vu par exemple quand ils voulaient empêcher les voitures au diesel de rentrer dans Paris, quoi. C'était incroyable, quoi. Les bobos ne voulaient pas que ça sente mauvais à Paris, quoi. Ouais. Voilà. Oui, c'est quand même un problème. Donc, le combat, les claques, c'est nécessaire à une démocratie. Est-ce que tu veux nous reparler un petit peu d'économie quand même, parler de la déflation? Alors là, c'est un petit papier que j'ai fait avec Didier pour GAFCAL, mais vous savez, vous voyez des tas de gens qui vous disent de toute façon, la déflation, c'est bien pire que l'inflation. Vous pouvez aller, vous aurez des économistes qui vous racontent ça partout. Et je me suis dit, c'est difficile, c'est intéressant comme idée, mais je vais essayer de vérifier, puisqu'on a eu maintenant on a un siècle et demi de données, et que les 70 premières années aux États-Unis étaient des années plutôt de déflation, les prix baissaient sans arrêt. Et donc j'ai fait un calcul assez savant pour essayer de savoir si quand les prix baissaient, inflation négative en quelque sorte, les prix baissent, est-ce que le marché des actions se pète la gueule? Parce que ce serait une très mauvaise nouvelle. C'est pas vrai du tout, ils montent comme des fous. Quand vous faites ça, vous avez une espèce de courbe de Gauss, avec plus il y a d'inflation, plus ça devient dangereux dans les marchés. Et puis quand vous dépassez 4 ou 5 d'inflation, les marchés des actions se pètent vraiment la gueule. Et puis vous faites ça symétriquement de l'autre côté. Puis tant que vous êtes entre 0 et moins 3, les marchés montent, ils sont très contents. Puis ça dépasse moins 3, ils commencent à se faire des soucis et ça se pète la gueule. Donc, la courbe de Gauss, c'est le chapeau de gendarme. C'est le chapeau de gendarme, vous savez. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le capitalisme est naturellement déflationniste. Le but de tout entrepreneur, c'est quand même de faire baisser les prix pour faire peur ses compétiteurs. D'avoir un avantage comparatif. Voilà. Donc, et il est vrai que dans les années 30, il s'est passé des phénomènes imbéciles, décrits par Milton Friedman, qui ont fait que la déflation s'est emballée, et donc les gens ont sauté, il y a eu des faillites bancaires, etc. Bon. Mais il y avait une énorme bulle spéculative avant ça, qui avait été créée, pas qu'en 29, mais il y a eu des séries de bulles, d'abord sur l'immobilier, ce qui est très bien expliqué dans le bouquin de Galbraith, je le lisais il n'y a pas longtemps, et qui a commencé en Floride, et il y a eu toute une série de bulles sur bulles sur bulles. Parce que l'argent, il y avait trop d'argent, ils avaient mis trop d'argent. Voilà, c'était après la création de la Fed. Avant ça, ça se passait aussi, mais un peu moins bien. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'économie, ceux qui vous disent qu'il faut empêcher la déflation à tout prix, c'est faux. Une petite déflation de 1 ou 2% par an, comme ils ont en Chine, ça veut dire que votre niveau de vie monte parce que les prix baissent. Je ne connais pas une mère de famille qui soit contre, comme moi. Et donc, il y a ça. Donc, j'ai fait ça, et c'est simplement pour montrer qu'il y a un certain nombre de choses dans les marchés qui sont très curieux, des choses que les gens affirment comme des vérités, c'est comme si ça avait été donné par Dieu avec les 10 commandements, et puis quand tu vas les tester, c'est pas vrai. Par exemple, on me dit il faut empêcher que les prix tombent en dessous de 2%. J'ai testé la règle des 2%, ça ne repose sur rien. Je sais pas d'où cette totale qu'il faut que, si les prix tombent en dessous de 2%, la Banque centrale doit paniquer, baisser les taux et tout. Je sais pas d'où ça vient, il n'y a aucune raison, elle n'a pas raison d'être. Mais donc, je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme les 3% de déficit de l'Europe. Ah oui, mais alors ça, c'est complètement... De toute façon, on ne le respecte pas, donc comme ça, c'est fait. Dans la série, il y a eu récemment aussi le président américain qui semble fonder son jugement sur le fait que tout le monde sait que des taux d'intérêt bas favorisent la croissance économique. C'est pas vrai.
Ah voilà. Ça, c'est un autre truc. Des taux d'intérêt bas, comme je l'ai expliqué 10 fois ici, ça permet aux grandes sociétés de risque capital, tu sais, d'emprunter à zéro pour aller acheter des affaires qui donnent du 2 ou 3 en mettant du levier dedans. Et donc, ça fait monter le prix des actifs existants, mais il n'y a pas de nouveaux actifs. La meilleure façon, le seul taux d'intérêt qui marche, c'est celui où l'épargne est égale à l'investissement, c'est le truc de Wixel, et de dire, à ce moment-là, le capital ne va qu'à ceux qui prennent des risques de créer du nouveau capital. Sinon, tu achètes avec l'argent que tu as prêté des anciens concurrents où tu rachètes tes propres actions. Et tu n'as pas de création. Il y a plus le stock de capital n'augmente pas, il n'y a plus d'approfondissement capitalisme, la productivité baisse, et à ce moment-là, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent parce qu'ils peuvent s'endetter. Mais c'est difficile parce que j'ai eu souvent cette question dans les commentaires. Les gens avaient du mal à comprendre véritablement pourquoi l'allocation du capital se faisait mal avec des taux bas et pourquoi en réalité il n'y aurait pas une machine de plus à ce moment-là. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas en disant mais après tout, puisque je peux avoir du capital pas cher, pourquoi je ne vais pas acheter une machine de plus? Mais parce que tu prends un risque. Pourquoi se fait-il que je rachète mon concurrent? Pourquoi? Parce que lui, il a des machines, tu vas les acheter à 30 cents du dollar et ça ira très bien. Moi, je me rappelle cette idée, il m'est arrivé il y a très longtemps, mais j'avais une vieille amie de ma mère qui était une dame tout à fait bien, madame de Saint-Blanca, là-bas, dans le sud-ouest. Elle n'est plus de ce monde, mais enfin, c'était une dame très bien. Et c'était dans les années 70 où les taux d'intérêt étaient à 14 ou à 15. Oui. On savait vivre en ce temps-là. En ce temps-là, on savait vivre. Et elle m'avait dit, Charles, vous avez l'air de comprendre des choses, là. Et moi, j'ai un petit peu d'argent sur mon compte bancaire. Tout le monde me dit que les taux d'intérêt à 14 ou à 15, c'est très mal, mais moi... Oui, moi je... 14% par an, je trouve ça drôlement bien. Et je m'étais dit, mais elle a raison, cette dame. Donc, vous ne devez pas raisonner dans celui qui va utiliser l'épargne. Il faut d'abord que l'épargne soit constituée, que quelqu'un épargne. Et si les taux d'intérêt sont trop bas, personne ne va épargner puisque ça ne rapporte rien. Et comme sur le long terme, la quantité d'épargne que tu as épargnée est égale à l'investissement que tu peux faire, parce qu'il ne peut pas en être autrement, ça veut dire tout simplement que si les taux d'intérêt sont trop bas, tout le monde va cesser d'épargner, la quantité d'épargne va baisser, et à ce moment-là, on se retrouve aussi avec une productivité du travail qui baisse parce qu'il n'y a plus assez d'argent pour investir. Si tu bouffes, c'est vraiment le truc, si tu bouffes tes semences en hiver... Ton blé en herbe, tu ne vas pas bouffer pendant très longtemps, quoi. Donc la première des choses, c'est que la quantité d'épargne augmente, et ensuite elle pourrait être investie, mais si tu empêches la quantité d'épargne d'augmenter en mettant des taux d'intérêt négatifs, à ce moment-là, tu vas plus personne n'aura le moindre rond à investir. Je comprends pas où est le problème. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine, ils ont lancé l'idée que désormais, si tu faisais un don à l'État, tu pouvais avoir des défiscalisations surnuméraires. On est, à mon avis, à ça. J'ai vu qu'il y a un type qui avait envoyé un chèque de 45 € pour régler le problème de la dette française. Il m'a amusé celui-là. On est à ça de l'idée d'un emprunt obligatoire conventionnel. Comment on appelait ça? Obligatoire volontaire. Obligatoire volontaire. Voilà. Oui. On est à ça, à mon avis, de l'idée d'un emprunt obligatoire volontaire pour régler le problème. Mais pourquoi? Parce que les étrangers vont petit à petit refuser de nous prêter. Donc il va falloir à ce moment-là chercher l'épargne des Français. C'est ce qu'on dit depuis un petit moment, quoi. Parce que cette année, il va falloir quelque chose comme 350 milliards d'euros qu'il va falloir lever sur les marchés. Mais je ne sais pas qui va nous prêter 350 milliards d'euros, quoi. Tant plus que l'Allemagne recommence à emprunter. Pendant longtemps, pendant 10 ans, l'Allemagne a cessé d'emprunter parce qu'elle a essayé de réduire sa dette. Donc la seule dette disponible, c'est la dette française, alors les gens se précipitaient dessus. Mais maintenant, si l'Allemagne se remet à emprunter, ils vont dire, tiens, plutôt que de m'acheter des OAT français, je vais peut-être m'acheter de l'allemande parce qu'au moins, ils font des bonnes machines. Voilà, même si à la fin de la tout. journée... Oui. On comprend. Donc, quand donc le président américain vous dit ça, tout le monde sait que les taux d'intérêt bas, ça favorise la croissance. Eh bien, c'est pas vrai. Je peux le montrer, d'ailleurs je le montre dans un papier que j'ai fait cette semaine, je peux montrer que c'est faux. Historiquement, c'est faux. Les taux d'intérêt bas, ça a amené de l'inflation, ça a amené de hausse de chômage, c'est-à-dire, c'est faux. Et donc, de voir un homme qui est à la tête des États-Unis...
Qui traite Scott Bessette de crétin. Je ne sais pas Scott Bessette, le pauvre Scott Bessette, je ne sais pas ce qu'il est allé faire dans cette galère. Mais voir des gens, il n'y a que deux possibilités. Ou il sait que c'est faux. Et c'est mal de mentir. C'est mal de mentir. Surtout, ou il pense que c'est vrai, mais comme il a été un promoteur immobilier, pour lui, chaque fois que les taux d'intérêt baissaient... il s'en mettait plein les fouilles. Voilà. Dans son univers à lui, oui. Dans son univers à lui, c'est vrai, ça a été très bon pour lui. Oui, mais quand tu es... Enfin, il faut un peu... Mais voilà, donc, et surtout, cette espèce de façon de parler des... bon, je suis d'accord, la plupart des économistes sont des idiots, ok. Mais enfin, traiter le gouverneur de la Banque centrale d'idiot... Oui, parce que par ailleurs, le statut de la... Encore une fois, c'est dans le bouquin de Galbraith, mais que j'ai relu, c'est pour ça que je n'arrête pas de le citer, mais le président des États-Unis n'a absolument pas la capacité de virer le directeur de la Banque centrale, qui est un organisme indépendant, qui lui-même est nommé, enfin qui ne dépend que de la Cour suprême, si toutefois il y avait... Non, d'abord, il est nommé par le Sénat. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il ne peut pas renvoyer, sauf pour cause... Oui. Qui serait délictueuse, et dans ces cas-là, ça passe par la Cour suprême si jamais il y avait quelque chose. Et ce qui prendrait un temps infini. Bon, ça, c'est pour le pénal ou quoi. Et ensuite, dans le processus de nomination, c'est un processus de nomination qui est par parité. Oui, et puis ça prend du temps. Il en a encore pour 2 ans. Il en a encore pour 1 ou 2 ans, mais alors ce que va essayer de faire, c'est de nommer Trump, c'est probablement nommer un vice-gouverneur, etc., qui aura l'oreille de Trump, parce qu'il n'oublie pas qu'il y a 8 gouverneurs centraux qui votent. Des autres grandes banques. Des autres banques fédérales. Et le gouverneur a eu 2 voix. Entre leurs pairs. Entre leurs pairs. Donc, à ce moment-là, ce que tu peux tout à fait avoir, c'est cette espèce de sous-marin mis par Trump, essaierait de retourner le conseil et qui vote avec lui et non plus avec le gouverneur. Je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé ce message en disant, voilà, je suis dans une guerre ouverte, donc les gars à l'intérieur de la Banque centrale, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Bon. Mais je ne crois pas que... C'est des gens qui sont des grands professionnels dans leur domaine, et je pense pas qu'ils voient ce genre de façon d'être traités d'un très bon œil. On l'a vu avec Johnson qui avait essayé de taper sur Max Chesney-Martin physiquement, etc. Donc, quand vous voyez un homme politique essayer de prendre le contrôle de la monnaie, vous vous dites « Ouh là là, je vais vendre la monnaie tout de suite ». C'est peut-être un peu pour ça que beaucoup de fonds de pension sont partis d'Ardar et sont aujourd'hui en euros, dans des positions d'attente, donc la hausse de l'euro dont on parlait tout au début, et pour l'instant dans une sorte de position d'attente, parce que... Ils sont très gênés, parce qu'ils aimeraient bien acheter des obligations européennes, mais c'est pas bien intéressant. Les actions européennes, elles sont pas mal montées. Elles sont si le Japon avait l'obligeance de nous obliger aussi... Voilà, ça mais le Japon et la Chine, ils ont décidé, ils n'allaient pas bouger leur monnaie vis-à-vis du dollar tant que ces bêtises sur les droits de douane continueraient. Donc, oui, mais c'est pour ça, something's got to give. Au bout d'un moment, il faut quand même que... Voilà, bon, on va voir ce que... Moi, j'ai bon espoir, parce que l'été dernier, le Japon nous avait fait plaisir en juillet, et je me dis que c'est peut-être, après tout, il y a peut-être une récurrence dans le temps. Il va peut-être se passer... dans le temps. Alors, en plus, les marchés adorent faire des trucs pendant les vacances. Oui, parce que c'est une vieille blague, mais tous les patrons sont en vacances. Donc oui, c'est ça, donc c'est les stagiaires. C'est le stagiaire qui prend la décision, il dit qu'est-ce que je fais. Ok, j'appuie sur le bouton, c'est le stagiaire BFM, tu sais, voilà, c'est une catastrophe. J'appuie sur le mauvais bouton, ça explose. Voilà. Il vend pour 45 milliards de dollars, il pensait en vendre 45 000, donc donc ça peut arriver. Mais encore une fois, plus j'étudie tous ces trucs-là, plus je me rends compte que les raisons qu'on donne au public pour prendre des décisions, comme par exemple les taux d'intérêt bas, c'est toujours bien, sont fausses. Donc c'est extraordinaire de voir à quel point on nous ment. Tu vois, c'est-à-dire qu'on dit le public est suffisamment bête, la seule chose qu'il peut comprendre, c'est les taux d'intérêt bas, c'est bon parce que pour acheter de l'immobilier. Et donc, tout le monde parle de
la fabrique du crétin, les gens deviennent les gens deviennent de plus en plus bêtes partout. Mais je crois que les élites font partie de cet effort de crétinisation. C'est-à-dire qu'ils essayent d'expliquer, ils donnent des explications aux gens dont ils pensent qu'ils les comprendront, comme si les gens étaient incapables de comprendre un raisonnement un peu compliqué, quoi. Par exemple, le raisonnement que je fais, de dire, si vous voulez qu'on investisse beaucoup, il faut qu'il y ait une bonne épargne, et si vous voulez qu'il y ait une bonne épargne, il faut qu'il y ait une bonne rentabilité de l'épargne. Je pense que les gens peuvent comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas mathématique, hein, c'est juste du bon sens. Donc, je suis affolé par tous les gens que je rencontre dans les milieux politiques. Leur message de base, c'est de dire, si tu dis des choses désagréables, tu ne seras jamais élu. Et je trouve ça effrayant parce que c'est... Au moins, Churchill, en 1940, il avait dit du sang et des larmes, quoi. Après, en 1940, quand la France est tombée, il avait dit aux Anglais, on a devant nous du sang et des larmes. Quand est-ce qu'on va avoir un gars qui va être au pouvoir en France, qui va dire du sang et des larmes parce qu'on a fait des conneries? Donc, cette espèce de déresponsabilisation, de crétinisation faite par les élites du citoyen empêche la démocratie de fonctionner. Ouais. Et à ce moment-là, tu as automatiquement une course à la crétinisation. Regarde par exemple LFI, c'est les trucs naturels des gens qui vous expliquent que le déficit n'a pas d'importance et que la dette n'a pas d'importance. Tu vas sur n'importe quel talk show de BFM, LCI et compagnie, tu as effectivement des gens qui te disent qu'on n'a pas de problème de dette, on a un problème de recettes, qui te disent, alors qu'on a une pression fiscale des plus hautes avec le Danemark, sauf qu'encore une fois, le Danemark, lui, a une cohésion sociale et des services publics à hauteur d'eux, alors que nous, si vous voulez, on a une hausse absolument dingue. Oui, ils ont un poids de l'État. Un poids de l'État. En plus, ils n'ont pas de déficit, effectivement. Nous, on a un poids de l'État qui n'a cessé de monter dans l'économie, et à côté de ça, des déficits qui ont continué de manière hallucinante, et tout est passé en transferts sociaux. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, la justice, aujourd'hui, dans certaines juridictions pénales, avant, vous aviez 3 juges. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un parce qu'on a soi-disant simplifié. Mais simplifié en passant en juge unique dans du pénal, ça veut dire aussi augmenter le risque de prendre une mauvaise décision. Et la possibilité d'acheter les gens. Et je parlais avec un ami magistrat qui me disait aujourd'hui, il a calculé son poids de caseload, combien il a de dossiers à traiter. Est-ce que tu sais combien de dossiers il a traités par mois en moyenne ? C'est du pénal, donc c'est du lourd, il faut qu'il instruise tous les dossiers. Je sais pas, une trentaine ? 50. C'est monstrueux. En juge unique, c'est monstrueux. Comment tu veux passer 50 dossiers ? Ça veut dire que par semaine, tu en as plus que 10. C'est-à-dire qu'à un instant T, tu dois instruire 14 à peu près dossiers, sachant qu'il y en a qui vont linger on et ainsi de suite. Tu ne peux pas humainement faire ça. Déjà, tu as besoin d'un jour pour tout lire, pour tout... Ou alors tu le fais en disant... Il faut réfléchir dessus. Il faut réfléchir dessus en disant... voilà, recevoir potentiellement les avocats... comment voulez-vous, et je dis ça parce que la justice aujourd'hui est à l'os, on le sait que aussi tous les hôpitaux le sont, donc quand on vous dit il faut baisser les dépenses publiques, le problème c'est qu'ils ont augmenté tout ce qui était transferts sociaux, ils ont augmenté tout ce qui était les collectivités territoriales, les unités de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 3 personnes à l'hôpital dont le métier est d'être chargé de savoir comment est-ce que la compresse à laquelle on va acheter et quel va être le taux d'absorption de la dite compresse. Donc vous avez 5 personnes qui vont faire tourner des tableurs Excel. Par contre, vous n'avez plus d'infirmières et vous n'avez plus de scanners. Hein. Mais alors là, des personnes qui vous calculent la compresse ramenée au coton-tige, ça, il y a du monde. Et c'est pas ça qu'on demande. Et en plus, c'est pareil, à chaque fois, il faut passer par une unité administrative. Aujourd'hui, tu es un directeur d'hôpital, tu veux mettre la clim dans ton hôpital, sache bien qu'il va falloir que tu passes par 18 unités territoriales des ARS, des machins, des trucs, pour prendre cette décision qui devrait relever de la gestion pure et simple de ton propre hôpital. C'est-à-dire qu'on arrive à la même chose, c'est qu'à force de vouloir tout contrôler, eh bien, il se passe ce qui arrive toujours dans les sociétés de contrôle, c'est-à-dire que tout s'arrête. C'est-à-dire on se retrouve dans quelque chose de complètement enquisté, parce qu'en réalité, à chaque fois... Et puis personne ne veut prendre la responsabilité de la décision, parce qu'il y a tellement d'échelons qu'à la fin, tu dis, mais après tout, pourquoi ça devrait tomber sur moi ? Et tu n'as plus de personne responsable qui a envie de se dire, moi, j'ai la responsabilité de ABCD, et tu le fais bien tourner parce que tu es fier que ça soit à toi. Donc on voit ça, donc il y a une société de contrôle...
C'est-à-dire ce que disait Raoult, on peut avoir des sociétés de contrôle ou des sociétés de compétences. Les sociétés de contrôle détestent les compétents, feront tout pour les éliminer, et une fois que tout est contrôlé, on est en Union soviétique et tout s'arrête. C'est de la rigor mortis, tu sais, tout le monde, c'est la rigueur cadavérique. Mais on est en train d'atteindre ça. Donc, et dans ces cas-là, c'est ce que disait Reagan, si ça fonctionne, taxez-le. Si ça commence à moins bien fonctionner, subventionnez-le. Si ça marche plus du tout, si nationalisez-le. Nationalisez-le, c'est la base du truc. Donc, pour revenir à ce qu'on essaye de dire, c'est que vous avez des sociétés qui sont en train de se brancher sur un monde plus large, à s'ouvrir sur l'étranger, etc. Elles sont toutes en Asie ou en Amérique latine. Elles ont appris de leurs erreurs. Elles ont des épargnes abondantes. Et chez nous, où ont eu lieu la plupart des inventions, la plupart des traitements intelligents de l'économie, c'est chez nous que tout est né, on a une espèce de chape de plomb qui est tombée, qui empêche les gens de travailler. Moi, j'ai fait de longues études, mais c'est pas ça. Il me semble que si vous voulez investir votre épargne, il vaut mieux l'investir, je sais pas où, au Vietnam, que en Corrèze, quoi. Parce qu'au Vietnam, ça bouge, ils prennent des risques, ils s'amusent. Et ce que je dis toujours aux gens, ici, à l'Institut des Libertés, GAFCAL et tout, on est dans ces bureaux. Moi, il y a quelque chose qui est très évident, c'est que les gens, quand ils arrivent au bureau le matin, ils sont tous rigolards. Ils sont contents d'arriver au bureau. Bon, un peu moins aujourd'hui parce qu'il fait 36. Oui, mais, oui, mais peut-être ils sortent de chez eux où il fait 40. Non, mais je veux dire par là, c'est que l'idée que le travail est une malédiction est une idée stupide. C'est l'idée qu'il faut limiter la quantité de travail et tout. Donc, tout ça part d'une analyse marxiste que le travail, si vous travaillez beaucoup, vous allez enrichir votre patron. Non, mais tout ça part de l'analyse marxiste structurelle, que c'est le travail qui créerait la richesse. Or, nous avons démontré depuis l'école autrichienne que ce n'était pas le cas. Mais c'est pas grave, ils continuent de faire tourner ces bouteillons en expliquant... On a beaucoup de gens qui nous disent ça sur les trucs, ils disent, mais enfin monsieur, vous parlez des entrepreneurs sans arrêt, mais s'il n'y avait pas de travailleurs, il n'y aurait rien de créé. Il n'y aurait pas de création de valeur. Bien sûr, mais celui qui crée la valeur, c'est l'idée, parce que si on fait travailler des gens sur des trucs qui servent à rien... C'était la fameuse blague, mais effectivement, vous pouvez faire des trous avec des petites cuillères pour créer un immeuble et mettre 3 millions de personnes au travail. C'est pas ça qui va aujourd'hui créer de la valeur, alors que vous pourriez avoir deux machines et un type appuyant sur les boutons dans le confort d'une cellule climatisée. Donc, encore une fois, la productivité que vous pouvez tenir d'une invention qui va être disruptive, par exemple, c'est ce que j'appelle l'approfondissement. Voilà. S'il y a de plus en plus de capital, le travail devient de plus en plus rentable, et à ce moment-là, le niveau de vie monte et tout va bien. Et la productivité en Chine explose à la hausse, au Vietnam elle explose à la hausse, et chez nous, elle baisse depuis des années. Donc le travail est de moins en moins rentable. Évidemment, puisque nous sortons d'une période, on revient à ce dont on disait, de taux bas. Oui. De taux bas qui favorise quoi ? Non pas la croissance, mais la spéculation. Donc on a eu des Drahi, on a eu des gens qui rachetaient leurs concurrents, on a eu une énorme vague spéculative sur l'immobilier qui... Bien sûr. Voilà. Mais on n'est pas plus riche pour ça. Et on n'est pas plus riche pour ça. On passe des documents disant oui, la France est le 4e pays de milliardaires, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas parce que vous avez une maison à l'île de Ré qui est passée de 200 000 euros à 4 millions sur une feuille de bilan qu'en réalité vous avez une création d'actifs. Ce qui m'a fait plus rigoler, c'est que Jean-Jacques a acheté un nouvel appartement, là, qui est très bien d'ailleurs. Parle dans le micro. Qui est très bien, son nouvel appartement, là. Et imagine-toi qu'il a 350 pages de conformité. Oui, moi quand j'ai acheté aussi, j'ai eu ça, c'est littéralement un bottin. Mais que tu es obligé de faire pour la vente. Inutile de dire que je n'ai jamais ouvert. Mais c'est complètement... 350 pages, tu te rends compte ? Oui, c'est les diagnostics techniques. En Écosse, quand tu changes de propriété, ce qui compte, c'est la poignée de main. Oui, mais ça, c'est le contrat... Voilà. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que
notre monde est en train d'attraper la rigor mortis, là, c'est-à-dire on est en train d'attraper la rivière d'Avérique. On a des gens qui s'en sont sortis il y a très longtemps, de très belles sociétés, etc. Le reste du monde va très bien. On va vers un boom pas possible. Et le fait qu'on soit à Constantinople en 1480, quand est-ce qu'elle est tombée? 1456, je ne sais plus très bien. Mais juste avant que ça tombe, c'est bien triste, ma pauvre dame. Mais c'est pas pour ça que ça va pas. C'est le moment où l'Europe commence à boomer, pas possible. Donc il faut se passer dans cet esprit-là. C'est pas parce que ça va pas bien chez nous que ça doit aller mal chez les autres. Et oui, et d'ailleurs, ils nous ont pas attendu pour commencer. Hein. Non, tout à fait. Donc, il faut absolument éviter de tomber dans le pessimisme global. Tout va s'arrêter, c'est la fin du monde. Non, non, c'est la fin peut-être de notre monde, mais vous pouvez vous en sortir, individuellement. Et voilà, donc je pense que sur cette grande idée, nous allons rendre l'antenne pour notre été. Vous aurez des trucs qu'on aura mis en boîte que vous verrez. Oui, mais quand même. là, c'est une émission pour l'Institut des Libertés, c'est pas une émission pour l'Université de l'Épargne. Donc l'Université de l'Épargne aura des trucs mis en boîte, tout à fait, au fur et à mesure. Voilà, mais écoutez, on est très heureux de vous avoir suivi encore toute cette année. Si jamais il se passe quelque chose de vraiment fondamental pendant l'été, on fera une émission spéciale avec les On cigales. demandera à Jérémy de prendre le train et de venir nous filmer à Avignon. Voilà, et en attendant, on vous souhaite un très bel été et on vous dit à très très vite. Merci. À bientôt.